Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek Storia, le podcast qui revient sur Star Trek. On n'a pas de phrase gimmick, Cyril? Non, et puis alors, on a surtout une saturation gimmick quand tu présentes le début du show. T'aimes pas? Ah oui, d'accord, ma saturation. Ah oui, mais ça c'est la bonne humeur, tu sais, si ça gueule pas, ça marche pas. Pour moi, il faut que ça envoie le bois, quoi. Il faut que voilà. les gens se disent, ok, on va baisser les potards qui sont sur 11, on va les mettre à 5, et après ils remettent à 11 quand ce sera un peu plus calme, tu vois. C'est un peu c'est ça ma gimmick. Alors, Star Trek, ça y est, une fois de plus, Trek Storia, c'est un podcast que vous pouvez écouter sur la chaîne YouTube Star Trek Historia, ou sur le podcast pour une poignée de reviews Star Trek pour les nuls. Je suis Rémi et je suis accompagné de Cyril. Bonjour Cyril, comment vas-tu ? Eh ben écoute, bien. Très très bien. Là, j'ai passé la nuit à revoir une grande partie de tous les épisodes concernant l'univers miroir et je me suis aperçu de petites choses bien marrantes. T'as pas dû beaucoup dormir. Tout à l'heure. Si, ça va. Toi, dès que tu mets TOS, tu dors, quoi. Oh, il y en a combien en tout d'épisodes ? On a pas. Eh bien, il y en a plus que je le pensais. Il y en a, tac, j'ai fait la petite liste. Alors, attendez, 2 secondes, vas-y. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, sur Discovery, il y en a aussi 3 ou 4, je crois. Ça fait 14. Oui. Ouais, si je dis pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, c'est TOS, enfin la série originale, Deep Space Nine, Enterprise et Discovery. Ouais, et c'est donc Deep Space Nine qui en comporte le plus. Oui, Deep Space Nine, ils se sont lâchés. Il y en a 5. Il y en a pas dans Voyager. Et ça, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les frères Tipton ont écrit un comic book qui va bientôt sortir d'une aventure du Voyager dans le. On en parlera un jour sur les ondes pour une poignée. Dans Voyager, il y a juste un épisode où on pourrait croire que c'est l'univers miroir. C'est l'épisode où le docteur se réveille 800 ans après le passage du Voyager sur une planète, du moins une partie de la mémoire du docteur. Et du coup, il s'aperçoit que le Voyager selon l'histoire du peuple, aurait servi à détruire des gens, quoi. Et c'est vrai que la vision du Voyager dans ce récit, qui est le récit du peuple qui a survécu, ressemble beaucoup à celui de l'univers miroir. Ouais, j'aime beaucoup cet épisode. C'est un épisode que j'ai particulièrement retenu. Il était très sympa. Et puis il est très nuancé en fait. C'est ça qui est cool. Oui. Mais ouais, c'est vrai que il y a ce petit truc. Tu te dis tiens, est-ce que ce serait pas encore un univers parallèle du moins ? Peut-être. On ne révélera pas. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, donc tu l'as mentionné à plusieurs reprises, on va parler de l'univers miroir. Et on s'est rendu compte, en fait, en posant vos questions, les questions des auditeurs et des auditrices, que en fait les questions t'avaient amené à répondre plus ou moins à ce que tu avais prévu comme présentation. C'est ça ? Oui, et du coup c'est tout aussi bien, hein, ça évite. Il y a que moi qui évite de travailler. Voilà. Mais avant toute chose, on va quand même parler des questions autres. Donc la première question est une question de Matou qui nous demande quelles sont les évolutions techniques entre les films pour l'Enterprise. Et c'est la seule question, je t'avais mis un petit commentaire de genre faut le faire une prochaine fois. Alors non, il y a des évolutions techniques, c'est compliqué. Il y en a pas mal. Il me semble que, alors, excusez-moi si vous entendez des coups dans le micro, mais il y a un chat qui a décidé que c'était le moment des câlins. Du coup, non, les évolutions techniques. Je sais que Enterprise s'est tourné durant au moins une partie. 6-7 premiers contacts, c'est d'insurrection. Donc de tête, je sais parce qu'il y avait des photos où à l'époque Internet commençait, les réseaux sociaux commençaient, c'était balbutiant. Et il y avait eu une photo où on voyait Picard dans sa tenue, donc Next Gen, mais Enterprise E, avec Scott Bakula dans sa tenue du NX.
Et les gens ont commencé à se dire, il y a un crossover, il y a un truc de prévu et tout. C'est simplement que non, ils étaient dans les mêmes studios, donc ils ont fait la photo, en se saluant. Voilà. Je sais qu'elle existe photo. Je sais aussi qu'il y a le créateur d'American Dad. Enfin, j'en parle tout le temps et aujourd'hui j'oublie son nom. Voilà, qui est, il me semble, donc souvent il est dans Enterprise, il donne la réplique, et il me semble qu'il fait un petit coucou aussi sur la passerelle de l'Enterprise E. D'accord. Alors je sais pas si on le voit dans les films ou machin, mais voilà. Donc les évolutions techniques, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, Star Trek Next Generation commençait avec Star Trek 3, avec le tournage de Star Trek 3. Donc effectivement, je pense que les équipes se partageaient pour des raisons de coût, du matériel, des décors, des choses comme ça. Après, Star Trek est toujours resté quand même très porté sur la maquette. Même si à l'époque d'Enterprise, la 3D avait quand même beaucoup avancé et qu'il y a beaucoup de plans en 3D. Mais je pense que je suis pas sûr, on se renseignera pour un épisode spécial, je pense. Mais oui, Enterprise, il y a une grande utilisation de la 3D. Hein. Ouais, on fera un épisode spécial sur la chronologie. Mais là, en l'occurrence, il parlait de l'Enterprise, des vaisseaux Enterprise de manière générale. L'évolution entre tous les films. Dans le lore, d'accord. En fait, entre le premier film et le 11e, Nemesis. Alors à chaque fois qu'on a l'Enterprise, donc ça savoir le tout premier, le A, et après le B, le D et le E, ce sont censés être des vaisseaux amiraux. Pareil, le NX, ce sont censés être des vaisseaux, le premier d'une nouvelle série, donc des vaisseaux avec un bond technologique supérieur à tout ce qui se faisait auparavant. Donc NX, on nous rabat les oreilles sur le fait que c'est le premier vaisseau à pouvoir atteindre Warp 5. Distorsion 4, 5. Voilà, 5 je crois. 5, ouais. L'Enterprise D, alors il n'y a pas de révolution, enfin si, il y a plein de révolutions technologiques, mais on nous en fait pas mention. C'est-à-dire que la vraie révolution de l'Enterprise D, c'est qu'il soit capable d'accueillir presque 1000 membres d'équipage et leurs familles, que ça soit une ville flottante et qu'il soit fait normalement pour les missions d'exploration ultra prolongées. Néanmoins, la série a très vite mis ça de côté parce que les gars, ils passent leur temps à faire des allers-retours sur des bases spatiales et donc ils sont pas dans l'exploration coupée plus ou moins de Starfleet pendant 5-10 ans. Mais c'était le but des classes Galaxy, et puis pareil en termes de force de frappe, c'est un des vaisseaux les plus armés de la Fédération à l'époque. L'Enterprise B aussi révolutionne par sa capacité de vitesse, il me semble qu'il en est fait au début. Bon après il se fait vite défoncer quoi, mais je crois que c'est un classe Excelsior ou Ambassador. Non, c'est un classe Excelsior le B. Parce qu'après, ce sera le même vaisseau qu'il y aura Sulu, qui lui s'appelle Excelsior. Bref, c'est pareil. À chaque fois, soi-disant, les Enterprise sont censés être les navires démonstration de la Fédération. Donc oui, il y a plein de. Oui, l'Enterprise D, il peut se diviser en deux, mode soucoupe et mode nacelle pour un mode attaque. Mais on le voit 2 fois dans la série. Alors toi, on le voit dans le premier épisode et dans je crois que c'est dans Best of Westworld, mais oui, et dans un des films. Voilà, je sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé toujours ça mais affreux. Le côté transformé logique. C'est pas beau. Et puis c'est pas beau. Par contre, le USS Prométhée là, il est cool. Celui qui se divise en 3 là, qui est un vaisseau spécialement conçu pour l'attaque, il est vachement cool. Ouais, mais oui, mais là c'était un peu plus réfléchi, je trouve. Mais oui, c'est vrai, le Prométhée, c'est sympa. Ouais, ok. Kyle Reese nous demande il revient sur une émission passée. On n'a pas traité dans les méchants de Star Trek, on n'avait pas traité Locutus, et il nous demande est-ce que vous pensez pas que Locutus est le méchant le plus iconique de Star Trek, la nouvelle génération? En fait, oui et non. On en parlait la dernière fois sur ce qui faisait aussi un bon méchant dans Star Trek, c'était son occurrence. Enfin, si on prend un résumé de toutes les missions, c'est l'occurrence, quoi. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de la discussion... Non, on a dit Locutus, pas l'occurrence. Ça, c'est son frère. Ou sa sœur, mais... Oui. Si tu veux faire une blague, fais-la bien. Fais-la bien. Oh là là. Bon, je disais, du coup...
Je disais du coup, le problème de Locutus, c'est qu'on le voit très peu en fait. Sur ces 12 épisodes qui sont quand même majeurs dans la saga, on le voit très peu. On le voit dire sa phrase qui est censée nous terroriser. On le voit 2-3 fois inexpressif se faire capturer et tenter de parler à Data, mais ce qui est gênant, tu vois, moi si je voulais en faire un méchant iconique, j'aurais fait durer les épisodes sur 3-4, enfin, tu sais, sur 3-4 épisodes, l'arc Locutus de Borg, pour voir à quel point il pouvait être tactique, sadique, enfin pas sadique, mais tu vois, qu'est-ce qui faisait de Locutus un pur stratège Borg, tu vois. Et on n'a pas eu ça. Et en fait, tout le long de la série, il est exploité en tant que trauma, hein, Locutus. Dans First Contact, dès le deuxième épisode, dès le deuxième épisode où Picard revient dans sa famille, là, j'ai oublié le nom de cet épisode qui est magnifique. Il est tout de suite après, dans les lignes. Ouais. Et tout, même dans Picard, la nouvelle série, il y a une ou deux références à Locutus. Et c'est vraiment expliqué comme un trauma, quoi. Donc je vois pas en quoi c'est un méchant iconique à part le drame de Wolf 359. C'est pas ça aurait été lui ou un autre. C'est un personnage qui a choqué, qui a marqué les esprits. Donc en fait, peut-être que c'est justement, comme tu dis, un trauma pour Picard, pour l'univers TNG, mais aussi pour le spectateur et la spectatrice. Voilà. Lambda. Et je vais te parler dans un langage que toi tu connais. C'est comme quand Hulk Hogan débarque à la NWO. Ah. Voilà. Je veux dire que tu te rappelles pas de ses combats, tu te rappelles rien d'iconique, tu te rappelles juste que le gentil est devenu méchant pendant 5 minutes. Ok, oui. Voilà. Okay. Ça marche. Voilà. C'est vrai, il y a un peu de ça. Non, mais je m'adapte à mon auditoire. Bah, du front. Ok. Alors. Il y a eu beaucoup de questions par contre à propos de l'univers miroir. Je vais essayer de... Attends, non, pardon. En relisant les notes, il y a encore une autre question que j'ai oubliée, que Kyle Reese nous avait posée, pareil pour l'émission précédente. On lui avait dit qu'on répondrait plus tard. Ouais, voilà. Pouvez-vous nous donner des écrivains de SF qui ont participé à l'écriture des scénarios Star Trek et qui sont célèbres ou devenus célèbres par la suite? Ouais. J'en ai trouvé un. Il s'agit de Michael Chabon, qui a eu un prix Pulitzer. Chabon, je sais pas moi. Chabon, c'est un charbon. Et du coup, qui a eu un prix Pulitzer bien avant son travail sur la série et qui a travaillé notamment sur Picard dernièrement. Ouais, sur Picard et sur Watchmen également. Voilà, mais c'est un des seuls que j'ai trouvé de très célèbre. Voilà, je pense que, enfin célèbre. Après, c'est relatif, quoi. Je veux dire, avant-hier, je savais pas qui c'était, quoi. Mais moi, je savais pas qu'il avait eu un Pulitzer. Hein. Ça fera 94, ouais, sur un de ses premiers romans. D'accord. Tiens, on reste dans ces questions là de production. Kenshiro 72 nous demande: existe-t-il des extensions ou des suites des histoires de l'univers miroir au travers de comics, livres ou fanfiction? Merci, mais avec plaisir. Alors des extensions, vous en trouvez plein rue de la Guillotière à Lyon, de tout type, pour cheveux factices ou pas. Voilà. Pour les Lyonnais qui écoutent l'émission, ça va les faire beaucoup rire. Coucou comics. Non, mais pour la blague. Ouais, non, oula, c'est loin, c'est à Garibaldi, ça fait loin. Ah, c'est pas le même endroit. Je connais pas du tout Lyon. Oui, c'est un petit patelin. Alors, on y mange bien. Donc, est-ce qu'il existe des extensions, des suites? Alors oui, les comics, bah forcément, c'est une aire de jeu assez sympa à exploiter. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux dans l'univers miroir. On en parlera tout à l'heure. Oui, donc il y a une série de CIDW qui continue à les... D'ailleurs, on en a parlé une fois de plus dans Star Trek pour les nuls. On est en train, enfin, je dis on est en train, mais on a fait les 2 premiers tomes de l'aventure de Miroir des frères Tipton dans TNG. Mirror Broken et Through the Mirror. Et là, il nous reste Terra Incognita que l'on n'a pas encore traité, mais qui est excellent. C'est une série vraiment super bonne. Et tu les as qu'en VO, c'est ça?
Je crois qu'ils sont qu'en VO pour le moment. Oui. Oh, ben tu sais, en français, à moins de chercher sur certaines traductions chez USS Saga, y a en français, il y a très très peu de contenu Star Trek en comics. Hein. Et encore moins de récents. Les seules choses récentes de français, ce sont les 2 Countdown. Star Trek Countdown de 2009, et je crois que le Countdown to Darkness a été traduit aussi. Puis après il y a aussi Spock Reflection et Frontier Doctor McCoy qui ont été traduits tous les deux, mais qui n'ont pas, qui ont été des échecs commerciaux et qui ne seront pas repoursuivis. Donc dans les romans aussi, hein, il y a des occurrences, l'univers miroir, les sagas notamment qui étaient édités chez Fleuve Noir en France. Il y a des occurrences. Alors c'est pas forcément un moteur entier d'histoire, mais vous verrez souvent maintenant l'univers miroir est devenu un antagoniste comme les Klingons ou les Cardassiens dans Star Trek. Donc c'est souvent un personnage qui vient de l'univers miroir ou une faction qui décide de casser les pieds. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notamment, dans Star Trek Online, on a toute une saison dédiée à l'univers miroir et notamment aux conséquences des différentes incursions de l'équipage de DS9 lors des fois où ils ont passé de l'autre côté du miroir. Donc là, vous avez plein de choses moult intéressantes à voir. Donc oui, l'univers miroir continue d'être développé, effectivement beaucoup plus en comics qu'en livre. Et puis vous avez pas mal de choses à faire sur Star Trek Online si vous voulez aller explorer ce qu'il reste de l'Empire Terran. Alors, mais pendant de toute façon, Deep Space Nine, ils ont tellement fait d'aller-retour dans l'univers miroir, ils ont tout pété là-bas. En fait, oui et non. Enfin, on va en parler, mais oui et non. C'est assez étonnant pour ceux qui savent pas. Donc, via ma chaîne YouTube, là, je prépare un épisode spécial justement sur la chronologie de l'Empire Terran. Donc, je parle un peu des comics. J'ai été dans les grandes lignes parce que le problème, c'est qu'on est sûr de rien. Voilà. Tout le problème, c'est qu'on est sûr de rien et que le fait que les scénaristes utilisent beaucoup l'univers miroir, c'est que dans l'univers miroir, l'information, faut qu'elle soit cachée. C'est ce qu'on apprend notamment dans Discovery. On l'apprend aussi un peu dans DS9. Dans Discovery, ils sont au courant qu'il existe un univers Prime où tout est déformé. Et du coup, ils suppriment toutes les intrusions qu'il y a de l'univers Prime dans l'univers miroir. Donc ils sont au courant, mais pas tout le monde est au courant. Et comme pas que tout le monde est au courant qu'il y a un ISS Stargazer ou un ISS Enterprise dans les comics, comme tout le monde n'est pas au courant que l'Empire Terran n'est pas détruit dans la saga DS9, voilà, Kira dit souvent que l'Empire Terran n'existe plus. En fait, non, c'est pas vrai. Il existe, il y a d'autres factions qui existent. Bref, de ce manque d'informations, c'est comme le premier ordre. Voilà, ce manque d'informations que les personnages ont entre eux, ça laisse des vides. Donc certains pensent des choses, mais en fait c'est pas ça, et c'est toute la magie de l'univers miroir, c'est que vu que personne ne sait rien, tu peux tout te permettre. Voilà. Et notamment, si vous voulez rigoler, hein, dans Star Trek Online, c'est la Dabo Girl Lita, qui est l'amiral en chef des forces Terran sur Deep Space Nine. Ah, excellent. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal quoi. Et je trouve qu'il fait un travail remarquable sur cette saison. Justement l'univers miroir en faisant référence à plein de trucs. Au fait, j'avais une question que je te posais parce que à chaque émission ou presque on parle de ce fameux jeu vidéo Star Trek Online et tu nous parles de saison et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si je commence à jouer à ce jeu, le jeu est coupé en chapitres et je vais devoir traverser toutes les saisons ou c'est comment ça fonctionne en fait? Alors je parle de saison parce qu'ils le vendent comme ça. En gros, tous les 6 mois, ils mettent de nouvelles missions, voilà, à faire dans un. En gros, soit tu joues en ligne, tu sais, donc tu fais des combats, des mêlées, des trucs comme ça, massivement multijoueur. Du PvP. Voilà. Après, c'est un free-to-play, hein, donc il est gratuit, hein, Star Trek Online. Voilà. Pour faire les histoires, en fait, tu fais des épisodes. C'est comme un épisode que tu regardes. Chaque épisode, c'est une mission.
Et dans la mission, elles sont regroupées en chapitres ou en saisons. Et donc effectivement, au début, vous allez commencer donc sur la première saison, c'est pour apprendre à jouer et découvrir des choses, et notamment le personnage qui vous aide à faire le tutoriel. Et le premier personnage que vous devez aller chercher, il me semble qu'il y a l'amiral Picard, ambassadeur sur Vulcain. Bon là, il y a un petit problème avec ce qu'on connaît. Et je peux pas faire deux choses à la fois. Et vous avez la fille de Bellana Torres et Paris, qui est lieutenant et qui vous aide sur les premières missions à tout savoir gérer. Donc dès le début, vous êtes mis dans le lore, quoi. Ouais. Après, le jeu, il est traduit en français en grande partie. Donc vous pouvez y jouer en français en grande partie. Simplement, des fois, ils oublient de traduire des trucs. Donc vous avez la moitié du texte en français et d'un coup, vous avez l'autre moitié de texte en anglais. Allez comprendre. Et les doublages? Les doublages sont en version VO. Originale. D'accord. Sont en VO par les acteurs. C'est cool. C'est vachement cool. Mais ça, bon, on l'a dit plein de fois, mais. Et ils sont très impliqués. Alors, pour répondre on verra, mais pour répondre à tes questions, il y avait au début du jeu une radio qui s'appelait Star Trek Online Radio, qui proposait notamment de mettre les musiques des séries et des films dans le jeu parce que le jeu n'a pas tous les droits. Et du coup, bon, bref. Et je crois que ce monsieur est devenu l'un des traducteurs du jeu. Simplement, la mauvaise nouvelle qui est tombée au mois dernier, c'est que le jeu ne serait plus traduit. Il resterait qu'en anglais. Voilà. C'est pas très sympa, c'est pas très gentil. Après, d'un côté, les free-to-play, ça fait combien de temps qu'il existe Star Trek Online ? Ça fait déjà 10 ans. Hein. Ah, c'est déjà exceptionnel pour un free-to-play d'avoir tenu aussi longtemps. Et qui est renouvelé, quoi. Je veux dire. Parce qu'il y a des jeux, je pense direct à Star Wars The Old Republic, qui a tenu peut-être 5 ans en abonnement normal et qui est passé en free-to-play donc hyper rapidement. Et aujourd'hui, ça fait pas 10 ans que le jeu est sorti et personne n'y joue. Après, comme je te dis, déjà rien que la campagne solo, quand tu l'as fait, là, t'en as pour 15 jours. Il y a tellement de trucs à voir, à faire, d'histoires à découvrir. Ils puisent énormément sur ce qui a déjà été fait. Et puis, je pense que le jeu a été sauvé quand J.J. Abrams a sorti ses films. Le jeu a eu un regain de popularité. Ouais. D'accord. Il y a eu un regain de popularité. Et puis maintenant, vu qu'il y a des séries nouvelles, en plus de se proposer des choses qui ont un lien avec ce qu'on a déjà connu, ils peuvent aussi maintenant s'appuyer sur des choses et proposer des histoires entières avec ce qui sort maintenant sur Discovery. La saison actuellement, enfin les missions qu'on a quotidiennes, je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où il rencontre un Abraham Lincoln TOS. Oh là, oui, d'accord, oui, ça y est. Voilà. Bon, la saison maintenant. Alors en fait, il y a plusieurs choses. En gros, ils font un jeu un peu comme dans le comics dont on a parlé une fois. Là, où t'as tous les êtres surpuissants. Conflict. Ouais. Voilà. Ils font un jeu et ils vont chercher donc Seven of Nine de Picard et l'héroïne de Discovery, Michaels. Et ils les font travailler ensemble pour résoudre des énigmes. Voilà, c'est la mini-saison qu'on a actuellement. Donc c'est relativement intéressant. Et puis qu'on est en ce moment, vu qu'on est dans la période du premier contact, les deux missions, c'est ils répondent c'est une mission où il faut tuer tous les Borg avant que Picard et toute sa clique débarquent sur le jour du premier contact là pour aider Zéphane Cochrane. Ouais. Il y a pas de Borg qui les attendent quand ils arrivent. Ouais, ça c'est assez incroyable. Et en fait, c'est parce que Seven of Nine, venu du futur, a aidé une escouade, votre escouade, à se débarrasser de tout ça avant qu'ils débarquent. Ah, c'est mignon. Voilà. Et le deuxième, c'est un jeu où il faut remonter des fusées, des mini-fusées Cochrane, et c'est à celui qui l'a fait partir le plus loin. Voilà. Mais du coup, ça a rien à... Enfin, si elle aide, si elle débarrasse la Terre des Borg avant que Picard arrive, pourquoi après elle aide pas Picard à convaincre Cochrane, et puis après pourquoi est-ce qu'elle aide pas... Ça reste un jeu.
Non, mais c'est vrai, quoi. Parce que quitte à être là, autant l'aider à débarrasser l'Enterprise. Après, c'est des clins d'œil comme ça. Il y a plein de clins d'œil ou des micro-missions comme ça à faire pour des périodes estivales. En hiver, vous avez tout le temps les jeux de Noël de Q. Vous devez vous taper contre des bonhommes de pain d'épices et c'est rigolo. Et des bonhommes c'est marrant, il y a des trucs à voir. Bref, mais je pense qu'on fera une émission spéciale parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le jeu et le jeu, je pense qu'il perdure parce qu'il arrive aussi bien à intéresser des non-initiés que des initiés. Et c'est en ça où c'est bien. Après, il y a plein de défauts, des trucs, je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais n'empêche, je m'y connecte tous les jours depuis 10 ans presque. D'accord. Ne serait-ce que pour faire tourner voilà, les missions quotidiennes. T'as ton équipage à gérer, t'as plein de trucs à faire, c'est ça. Et il y a une flotte du Star Trek French Club, apparemment. J'y suis, mais tu vois, ça c'est les problèmes justement de Star Trek Online. C'est la flotte, c'est bien joli, mais en fait, ça sert à rien. Ah, mais ça sert à vous envoyer des cadeaux. Ça sert à construire non, même pas. Ça sert à construire on appelle ça une base stellaire. Deep Space quelque chose, mais du coup j'ai toujours pas compris l'intérêt enfin moi je donne des trucs parce que je suis stuffé comme pas permis depuis 10 ans quoi, donc je donne, mais à part faire évoluer la base, ça donne pas d'amélioration quoi. D'accord. Voilà, okay. Même les améliorations techniques, j'ai compris qu'il y a très peu de temps que je pouvais les faire quoi. Donc il y a plein de zones, en fait le jeu est trop riche pour être pigé, voilà. C'est pas de me survendre non plus, c'est pas EVE Online. Non, mais justement, c'est-à-dire que ça va pas aussi loin qu'à EVE Online, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, des fois, ça crée des trucs qui servent à rien. Mais on en parlera dans un autre. D'accord. Un jour, je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur Star Trek Online parce que on en parle à chaque fois et. Ok. Allez, on va revenir sur le sujet de l'émission, l'univers miroir, et on va garder les questions de Kyle Reese et Alien Tux qui se sont mis en duo pour nous poser une question. Donc Kyle nous dit: est-ce que l'on connaît précisément le point de divergence dans l'univers miroir? Et Alien Tux a rajouté par-dessus: est-ce un univers uchronique ou juste un truc où tout est inversé? Alors, le point de divergence, c'est Zefran Cochrane qui, au lieu de rendre le salut au Vulcain qui sort du vaisseau lors du premier contact, tire dessus comme un vulgaire cow-boy américain et toute la plèbe autour de lui se saisit du vaisseau et tue on peut supposer, mais en tout cas se saisit du vaisseau des Vulcains et commence à comprendre la technologie des Vulcains afin de prendre l'ascendant. Donc le vrai point de divergence, c'est là. Il y en a pas d'autres. Pour le alors, moment. Est-ce que c'est Alors, avec ce qu'on va expliquer aujourd'hui, je pense qu'il peut pas y en avoir d'autres. Mais la deuxième partie de la question, c'était... est-ce que c'est une uchronie ou juste un truc où tout est inversé? Alors, au début, ça a été pensé comme justement un petit peu un univers inversé. Donc, le premier épisode de TOS a été écrit avec un auteur dont j'avais noté le nom quelque part et je l'ai perdu. Mais un auteur qui avait écrit un roman. Voilà, je l'ai. Je vais vous redonner le nom parce que d'ailleurs un épisode de DS9 lui est dédié. Il s'agit de Jérôme Bixby, qui a écrit en 1953 une nouvelle de science-fiction qui parlait de ça un petit peu, d'un univers inversé, d'un univers tout était différent sans l'être. Et ça avait plu à l'équipe de Roddenberry qui lui avait demandé de participer à l'écriture de l'épisode. Pour faire très simple, il y a des gens beaucoup plus calés que moi qui pourront mieux vous en parler. L'idée au début, c'était vraiment de faire quelque chose un négatif de la fédération. Voilà, qu'est-ce qui serait passé si la fédération était un empire au lieu d'être une fédération de gens unis. Et à part nous faire voir un Spock avec une barbe et un cœur très énervé en prison, l'épisode était relativement maladroit. C'est-à-dire que il a servi de running gag à pas mal d'autres séries derrière quand il voulait jouer là-dessus, sur un univers où toutes les valeurs étaient inversées. T'as l'épisode de South Park, notamment un épisode d'Halloween de South Park, qui est comme ça, avec un Cartman qui a le même book que Spock. Voilà, et c'est vrai que je l'ai vu souvent dans d'autres séries, et je sais d'où ça vient. Je pense que ça vient de là, où vu que c'était assez maladroit, que c'était assez lourd,
y a beaucoup de gens que ça a amusé après, dans les années 80, 90. Il y a des questions un peu plus tard à ce propos. Donc, c'est pas un univers inversé, c'est un univers jumeau. C'est-à-dire que le principe de l'univers miroir, et c'est beaucoup plus expliqué dans DS9 et carrément assumé après dans Enterprise, c'est qu'en fait c'est un problème de circonstances. L'univers miroir, c'est un univers qui est différent de celui de la Fédération, à ce point où, en fait, dans la Fédération, on vous donne les moyens de vous élever, et dans l'univers miroir, on vous ne donne que la peur. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, si tu étais élevé dans un contexte différent, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un peu comme des jumeaux qu'on sépare à la naissance, où on s'aperçoit que même s'ils ont jamais eu contact entre eux, bah, ils sont prédestinés génétiquement à avoir des mêmes goûts ou à faire des choses à peu près similaires. Mais vu qu'ils sont élevés dans un contexte différent, eh ben, en fait, ils sont totalement différents avec des points communs. Ouais, ça fait un peu écho à ce qu'on disait dans l'épisode centré de Star Trek pour les nuls sur comment il s'appelle, Nemesis. Alors l'épisode n'est pas encore disponible en replay, mais c'est un peu ce dont on parlait. On comprenait pas pourquoi Shinzon et Picard avaient autant de choses en commun, alors que tout ce qu'ils partagent, ce sont quelques lignes d'ADN. Mais après, c'est toujours la même philosophie de l'inné et de l'acquis. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, et en fonction de ce que tu acquiers, bah, effectivement, dans un univers où tu n'avais connu que la peur, on en parlera tout à l'heure, tu réagis bah comme tu sais le faire, quoi, avec violence, même pour un Vulcain, quoi. Un Vulcain qui ne réfléchit que. Oui, voilà, tu n'es que si violent. Tu me dis bonjour dans la rue, je te mets un Mawashigeri. Un chronique ta mère. Mais ouais, bravo. mais voilà, par exemple, et pour revenir juste aux Vulcains, dans l'univers miroir, ils sont que pure logique. Mais ils ont une logique qui ne vaut que dans un univers de violence. Donc pour eux, c'est logique de massacrer d'autres gens. Ouais, c'est je trouvais que les Vulcains de Enterprise étaient particulièrement pragmatiques. Ceux de l'univers miroir sont particulièrement pragmatiques. Voilà. On peut dire ça comme ça. Dans Enterprise, ouais, on voit bien quoi sur le peu de Vulcains qui reste. Ouais. Tiens, il y a Rémi 2D, je sais pas qui est cette personne, mais j'adore son pseudo, qui nous demande pourquoi dans Deep Space Nine, l'univers miroir est égal à l'hypersexualisation de certains personnages. Alors au début, j'étais tenté de répondre que c'était un fantasme des scénaristes, ou alors un cabotinage des acteurs. Mais je pense que c'est là aussi par exemple, je pense que, la personne qui a posé cette question parle notamment de Kira, qui dans l'univers miroir est une perverse sadique assumée. C'est-à-dire que si elle avait un donjon, s'il y avait un donjon sadomasochiste dans l'univers miroir, c'est elle qui le gérait. Ah voilà. Ouais. Est-ce que Terraknor n'est pas un donjon sadomasochiste quelque part? Bah j'espérais que tu me le dises parce que t'es un peu mieux placé que moi pour en parler, mais l'idée c'est que on sait que Kira par exemple, en fait l'idée c'est que l'univers miroir, encore une fois par rapport aux circonstances, à tout ce qu'il y a autour de toi, fait ressortir certains traits de ta personnalité. Là où dans la Fédération, bah tout le monde est calme, tout le monde est apaisé parce que c'est quand même un milieu qui est sécurisant. Là, dans l'univers miroir, c'est pas là. On sait que Kira, par exemple, dans l'épisode où t'as les phéromones de la mère de Troy qui envahissent toute la station et tout le monde cède à ses désirs, on voit une Kira qui est quand même emplie de sensualité, et on le voit plusieurs fois ça dans l'intimité, elle est comme ça, quoi. Je sais plus qui c'est qu'elle essaye de draguer, la mère de Diana Troy. Ah non, Kira dans l'épisode. Je sais pas si c'est Jack Sisko ou un autre. Sisko, elle le chauffe grave. Si c'est Jack qu'elle chauffe. Enfin, qu'elle drague. Jack aussi, oui. Il y a un petit moment autour de O'Brien. Oui, voilà, il y a aussi ces épisodes aussi avec O'Brien. Voilà, où, effectivement, on la voit que sans le vouloir, elle est séductrice, ou quand elle le veut vraiment,
elle est passionnée, quoi. Donc, elle est passionnée. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais après, voilà. on peut. Donc c'est un trait qui a été exacerbé. Ouais. Ouais, c'est un trait qui a été exacerbé de son personnage dans l'univers miroir. Après, ça c'est un peu les délires aussi des acteurs qui aiment bien cabotiner sur ce genre de truc. Parce qu'on peut projeter la question à d'autres personnages qu'on a vus dans d'autres séries comme Uhura dans TOS ou Oshisato dans Enterprise, qui sont Oshi un petit peu moins, mais bon, on voit bien son nombril quand même. Mais il y a ce côté tension sexuelle. Alors, c'est très américain aussi de proposer le sexe comme une libération du mal. Ouais, ou pour vendre. Alors c'est toute une problématique parce que par exemple sur DS9, on fait pas du fan service pour vendre. Enfin, je veux dire qu'il y a rien non plus à part le fait qu'elle soit sadique et perverse qui fait partie de son personnage et de la construction de son personnage pour Kira. Enterprise, clairement. Enfin, je veux dire le retour des mini tops, des mini pantalons échancrés. C'était franchement du fan service. Bon, par contre, le fait que les femmes usent du sexe pour de l'avancement, ça c'était intéressant parce que ça remettait un contexte de l'univers Terran où en fait il n'y a pas d'égalité entre les individus. C'est la loi du plus fort, du plus malin. Et donc certaines femmes décident d'user du sexe. Et c'est par exemple, il y a un miroir dans le miroir dans cet épisode. On a Oshisato qui utilise du sexe pour avoir des renseignements et avancer ses pions, là où, par exemple, T'Pol refuse cette pratique et préfère rester intègre là-dessus. Ouais. Tu vois par contre, est-ce qu'on avait... voilà, est-ce qu'on avait besoin de ces mini-shorts échancrés et des suppositions libidineuses à longueur de temps dans Discovery, ils l'ont pas fait. Ouais, la question se pose entièrement dans... Alors, par exemple, dans Discovery, dis-moi. Non, je suis en train de réfléchir, excuse-moi, parce que dans Discovery, il me semble que dans l'univers miroir, il y a un petit peu de questions de coucherie, non? Il y a parce que c'est un moyen d'avancer. Donc, quand il n'y a pas un pouvoir qui est basé sur l'égalité, voilà, politiquement, ça s'est toujours fait et ça se fera toujours. Si on savait comment il s'appelait le frère du roi Louis XIV, il s'appelait le frère, je crois. Jean XIII. Voilà, on savait qu'il aimait bien les jeunes hommes. Quand tu voulais être dans ses faveurs, si t'étais un homme, tu savais quoi faire, quoi. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, et tout le monde savait que il aimait la compagnie des jeunes garçons. Voilà. Et ça choquait pas plus que ça. Et ben, ça s'est toujours fait en question de pouvoir. Le sexe est un bon moyen d'ascension, de récupérer les bonnes faveurs ou des informations. Et ça vient de systèmes profondément égalitaires. Bon, tu me diras, c'est pas non plus dans les systèmes égalitaires où ça se passe pas, hein, mais c'était ce qui était mis en avant dans l'univers miroir. Et moi, ce que j'avais trouvé intéressant dans Discovery, c'est que du fait qu'on peut supposer que ça fait un moment que Philippa Georgiou gouverne, donc qu'une femme est impératrice, cette sexualité était moins exacerbée. Par exemple, le double de Millie, elle est pas en tenue, elle a la même tenue que les hommes, quoi. Ouais, et puis elle envoie. Voilà. Mais Georgiou, première chose qu'elle fait quand elle se retrouve dans l'univers Prime, elle va sur Chronoche et elle se trouve deux personnes avec qui coucher gratuitement et pour le plaisir. Après, c'est voilà. Après, il y a pas de mal à se faire plaisir. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais ouais, je te trouve très puritain. Non, mais blague à part, je voulais pas dire ça. Désolé. Tu vois là où dans Star Trek, la Fédération met en avant la raison, met en avant choses. Par exemple, à part Riker, on n'a pas forcément des personnages très libidineux dans toutes les séries. Bashir, c'est un dragueur, c'est tout. Riker et Tucker, s'ils ont pu mettre leurs petites graines à chaque port, ils ont mis leurs petites graines, quoi. Mais c'est pas un modèle à suivre par la Fédération. Alors que dans l'univers miroir, on te fait clairement comprendre que ce que tu veux, tu le prends et t'écoutes d'abord tes désirs à toi. C'est tes désirs qui te font avancer ta carrière. Parce que tu désires être chef, tu désires être empereur. Donc c'est le désir et l'égoïsme personnel qui sont exacerbés. D'où
et effectivement une sexualité peut-être un peu plus libérée. Ok. Ah là, je t'ai tué. Non, mais ouais, là, je crois que tu vas plus regarder ta femme du même œil ce soir. On va enchaîner avec quelques questions de XP78 qui nous demande: est-ce que Star Trek est la première fiction à développer un univers alternatif? Alors là aussi c'est compliqué quoi, parce que à part dans les romans de littérature, le doppelganger, tu connais, c'est un truc qui est vieux comme la littérature. Voilà, qui est vieux. Non, pardon, c'était une référence, désolé. Dans le café le matin, faut mettre que du café. Faut mettre que du café. Sinon, mais je me suis trompé, c'était pas le sucre que je mettais. Pardon. Alors, du coup, donc le doppelganger, c'est quelque chose qui est exploité depuis longtemps. Le jumeau maléfique, le double pas cool, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tout ça. Bref. Après, dans la fiction en elle-même, oui, je pense que des épisodes de la 4e dimension ont dû le faire, d'au-delà du réel ont dû le faire à la même époque. Et après, c'est venu un peu, tu sais, comme les épisodes bouteilles dans les séries classiques. C'est devenu un lieu commun. Alors, excusez-moi, c'est quoi les épisodes bouteilles? Ah, les épisodes bouteilles ou les épisodes low budget, c'est des épisodes qui sont cycliques dans toutes les séries. Par exemple, un épisode bouteille, c'est un épisode où le personnage, il se retrouve coincé dans un endroit et tout le long de l'épisode, il se rappelle de choses qu'il a vues dans d'autres épisodes. Donc c'est que du flash forward. Ok. D'accord. Ça, c'est un épisode bouteille. Il y a les épisodes pas flashback, pas flash forward. Flashback, pardon. Ok. Voilà. Non mais oui, pas de problème. Les épisodes, j'ai oublié le nom, ça porte un nom, mais tu sais qui ont plus de budget. Des épisodes de demi-parcours où des fois, c'est un épisode sans budget. C'est un épisode, tu sais, toujours rigolo où il se passe, où ils sont, alors soit enfermés aussi, ou soit ils ont fait une couille et ils restent bloqués, quoi. Genre un épisode à la Cube où ils peuvent pas bouger du machin. Je vois ce que tu veux dire. Ok. C'est l'épisode qui coûte pas cher. Ok. Non, mais c'est cool. Ok. Voilà, les middle season, on me souffle, c'est les épisodes middle season qui sont là pour voilà. Alors après, le double maléfique en lui-même, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les séries, et souvent, tu sais, quand le personnage, il fait un vœu à la con du genre, et si je n'avais pas existé, genre, à La vie est belle. Voilà, tu vois, c'est un peu les épisodes qui pastillent La vie est belle. Si je n'avais pas existé, et là on lui fait, si t'avais pas existé, les méchants auraient gagné dès la première saison. Ok. Voilà. Les nazis seraient au pouvoir aujourd'hui. Ah. Voilà. Il y en a plein des épisodes comme ça dans toutes les séries. Donc, c'est un lieu commun. La seule chose vraiment qui a influencé Star Trek, c'est ce côté caricatural du bouc. C'est-à-dire que ton méchant a forcément un bouc. Était-ce un pastiche? Je crois que quelqu'un l'a posé la question, donc on va attendre. Moi. C'est toi. Oui, mais elle reviendra pas, je l'ai pas noté après sur le conducteur. Ah d'accord. En gros, je pense qu'il fallait démarquer, l'épisode étant centré sur un Spock qui est quand même peut-être le chantre de la vertu dans notre univers, il fallait qu'on le démarque graphiquement très vite. Ouais. Et le bouc, c'était le meilleur moyen de le faire, surtout que la seule autre espèce qui avait un bouc dans TOS, c'était les méchants Klingons. Oui, c'est vrai que les Klingons, ils avaient des boucs. Ils ont une pilosité portugaise toute trouvée. Oh. Oui, asiatique. Ouais. Dans un premier temps, c'était à l'asiatique, et puis après, plus tard, c'est devenu plus. Voilà. Konosh, on connaît bien. Et du coup, oui, j'assume jamais mes blagues. Alors pour petit disclaimer, pour rappel, Cyril a beaucoup d'origine portugaise. Voilà, c'est pas raciste quand c'est dit par lui-même. Ah si, c'est totalement raciste. Je méprise toute cette branche de la famille. Bref, une partie du moins, parce que l'autre est celte du Portugal, mais c'est un peu bizarre. Après, on va partir dans les trucs. Ça devient ça. Il y a des Portugais celtes. Alors, petite parenthèse, oui, il y a des Portugais celtes. C'est-à-dire que tout ce qui était anciennement la Galicie, qui est divisé en deux, donc il y a la Galicie espagnole et le Alto Minho portugais, ce sont des endroits où, effectivement, vous avez une proportion de roux
de gens plutôt blonds, aux yeux clairs. Il y a du bignou, parce que ce sont des endroits où les Vénitiens s'étaient posés, les Phéniciens, pardon, s'étaient posés il y a longtemps, et où les peuples celtes, voyant qu'il y a de la lumière et de la bonne bouffe, se sont métissés. Ah, c'est cool. Et quand les Romains sont arrivés, il y avait déjà du monde. Voilà. Il y avait déjà du monde, et voilà. Après, effectivement, via les invasions arabes, ils sont remontés très loin. Il y a une partie de cette galaxie qui n'a jamais été envahie par personne, même Napoléon, pour des questions. Alors Napoléon, c'est autre chose, mais la plupart du temps, il y avait un truc que les étrangers comprenaient pas, c'est que les Portugais stockent, enfin les Portugais, les gens de cette époque-là, qui n'étaient pas des Portugais, hein, ces peuples-là stockaient le grain dans des sortes de tumulus en pierre en haut des collines, mais des trucs énormes. Et quand les gars arrivaient, ils voyaient ça de loin et ils croyaient que c'était des trucs un peu divins ou démoniaques. Donc ils allaient pas plus loin. Ok. Voilà. C'est tout bête, c'est génial. Les silos ont sauvé la Galice. Et voilà. Et la deuxième fois où il y a eu une invasion, et alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais pas si c'est la blague, mais bref, je pense qu'il y a un fond de vrai. On dit que les hommes ont préféré envoyer les femmes au front. Et que les autres, en voyant les femmes arriver, se sont dit, si les femmes sont comme ça, les hommes doivent être terribles. Et ils ont préféré reculer. Mais c'est vrai, hein. D'accord. Bref. Et donc, ce qui fait que, moi, je suis brun corbeau, comme c'est pas permis, mais mon grand-père a les yeux très clairs et blonds, et ma mère a des taches de rousseur et a les yeux verts. Voilà. D'accord. Ok. Ah, mais c'est cool. Bref. Merci beaucoup pour ces petites précisions. Allez. Allons-y. Oui, du coup, quoi là? On parlait de la pilosité du Spock de Book. Voilà. Voilà. Donc, je pense que du Book de Spock. Pardon. Excusez-moi. Je t'en prie. Mais vu que voilà, c'était un peu on en avait déjà parlé, c'est-à-dire que dans une Amérique très puritaine, oui, dans les années 60, c'est encore un peu une Amérique propre et justement bien rasée sur elle. C'est-à-dire que l'homme classe, l'homme élégant, l'homme éduqué est toujours rasé. Ouais. De savoir, la pilosité était quand même quelque chose de relativement mal vu, c'est-à-dire dans la société américaine à l'époque. Je pense que les bikers étaient mal rasés, les étudiants étaient mal rasés, les étudiants de gauche étaient mal rasés. Bref. Ouais. Je pense que c'était un marqueur la guerre du Vietnam. Voilà, c'était un marqueur. Spock, il a un book, donc Spock, il est différent. C'est pas le même qu'on connaît. D'accord. Ah tiens, ça me permet de rappeler quelque chose. On voit très souvent là en ce moment, enfin je dis en ce moment, mais depuis un peu moins d'une dizaine d'années, dans les films historiques entre guillemets, des personnes qui ont les cheveux longs sur le dessus et très rasés le contour des oreilles. Ça c'est pas du tout historique. Hein. Je sais pas d'où ça nous est sorti. On a vu ça surtout dans ce film qui est génial, Men Out of the Law. Non, je sais plus comment. Without Law. Non, je sais plus comment il s'appelle. Le film avec Matt Hardy. Pas Matt Hardy. Merde. Comment il s'appelle? Tu confonds le catch là. L'acteur qui jouait Tom Hardy. Merci. Matt Hardy, le troisième frère Hardy, Tom Hardy. Bref. Et je sais pas d'où ça vient, mais en réalité, dans les années 60, 30, dans les années 30 à 60, les gens étaient pas du tout coiffés comme ça. Ça, c'est purement esthétique de 21e siècle. Hein. Bref, excuse-moi. Non, après, il y avait la coiffure, ça a toujours été aussi je pense que ça peut faire une autre émission, mais la coiffure, ça a toujours été aussi un marqueur identitaire. Hein. Oui. D'ailleurs, si vous voulez voir des bons exemples de coiffure marqueurs d'identité, regardez le film les Invaders, les profanateurs de sépultures de tombes. Invasion of the Body Snatcher, et on voit que le personnage principal est extrêmement bien coiffé lorsqu'il est au top du social, de son rang social en tant que médecin bien intégré. Il est très bien rasé, machin, et au fur et à mesure que la folie commence à le prendre, sa coiffure est de plus en plus décoiffée, et c'est très intéressant de voir ça. Voilà. Vu ça.
T'as vu ça, ce lien de ouf. Toi, t'as hâte que les coiffeurs réouvrent. Hein. Ah ouais, non, mais moi ça va pas du tout. J'ai un genre d'afro, mais blanc, du coup ça va pas du tout. C'est des cheveux raides droits, tu vois. Ça fait une boule. Appropriation culturelle, tout ça. C'est pas beau. Ah ouais, mais c'est très moche. Hein. Désolé. Donc, Spock et son bouc étaient anti-culturels. C'est les communistes. Allez, question suivante. On reste avec XP qui continue en nous disant Star Trek l'a influencé le monde des comics ou bien s'inspire-t-il des What If des comics ou des Elseworlds? Alors, les What If ou les Elseworlds sont arrivés relativement tard dans le comics. Enfin, je pense qu'il doit parler de Marvel ou de oui, DC, probablement, d'accord. Voilà. Je crois que c'est arrivé dans les années 70. Hein. 70-80, donc encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment un impact marquant? Je ne pense pas. Après, je suis sûr que dans les choses comme, une fois de plus, on parlait de la 4e dimension et de au-delà du réel en série TV, mais je suis sûr que dans le pendant comics de ces choses-là, donc Eerie and Creepy ou les Contes de la Crypte, avait probablement dû faire des histoires une fois de plus avec le jumeau maléfique et ce genre de choses. Ouais, je suis en train de me demander si... Enfin, après, il y a du Uchronie, hein, ça existe depuis longtemps. Oui. Je sais que Philippe K. Dick, en 1962, par exemple, faisait Les Maîtres du Haut-Château. Voilà. Ouais. Pourquoi t'as vomi quand je dis Philippe K. Dick? Non, on en parlera un jour. D'accord. Bref, les uchronies, les dystopies, ça existait. C'était déjà plus ou moins en vogue. Ouais. Bon, du coup, ça répond un peu à la question de Margot qui rebondit sur celle de XP en disant pourquoi, même mieux, pourquoi tous les Vulcains ont une barbe. Voilà, donc c'est. Parce qu'il fallait les différencier, voilà, très rapidement à l'écran. Il faut pas oublier que les gens avaient pas notre culture aussi télévisuelle. Aujourd'hui, on arrive nous sur une image de 5 secondes à comprendre plein de choses. Ouais. Parce qu'en fait, on a une culture télévisuelle qui est énorme. Donc on arrive très vite à comprendre. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on voit un personnage de voir avec un bouc, on comprend qu'il vient pas du même univers. Mais c'est immédiat. Parce qu'on l'a vu plein de fois dans plein d'autres séries, ce genre de conneries, quoi. Ouais. Et du coup, à l'époque, bah non, c'était pas le cas. Donc à l'époque, il fallait écrire ces codes. Il fallait trouver comment rapidement tu pouvais faire comprendre des idées, sachant que le temps d'antenne était encore plus cher, qu'il n'y avait pas forcément, à part tu pouvais écrire à la chaîne qui diffusait et elle transmettait après aux auteurs, mais t'étais pas sûr d'avoir ta réponse avant la fin de l'année, quoi. Donc il fallait que tout soit très vite compréhensible pour tout le monde. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. Mais ça me rappelle la phrase de Karim Debache qui, dans une émission de Chroma, dit je pense sincèrement que tous les films parlent de cinéma. En fait, peut-être que aujourd'hui toutes les séries parlent de séries télé. De séries, ouais. Il disait ça par rapport à comment est-ce que tu définissais le cinéma au début du siècle dernier. Oui, je vois. Je crois que c'est de Carnosaur que tu parles. Bref. Ouais, c'est dans Carnosaur qui le dit. Ouais, je crois. Ouais. Bref. Okay. C'est exactement ça, c'est-à-dire que à l'époque tout était nouveau, donc il fallait écrire ces codes-là. Et aujourd'hui, on regarde ça avec un peu de, on se dit c'était maladroit, quoi. Ils auraient pu faire mieux, mais non, ils auraient peut-être pas pu faire mieux parce que les gens n'auraient pas compris. Ils avaient déjà du mal à allumer la télé sans se tromper. C'était nouveau, quoi. On a dit à Christophe Colomb, ouais, tout le monde aurait pu découvrir l'Amérique. Et il a dit, vous savez quoi, prenez cet œuf et faites-le tenir droit. Et personne n'a su. Il a pris l'œuf, il a claqué par terre. L'œuf s'est pété le fond de la coquille et s'est tenu droit. Il a dit, c'est très facile, mais je suis le premier à l'avoir fait. Alors ça, c'est un peu une légende, un mythe, mais voilà, il fallait un démarrage, quoi. Voilà, okay. Il fallait quelqu'un pour essayer de trouver l'idée. On reste avec Margot qui nous pose la question: comment se fait-il que ce vaisseau s'appelle le Defiant, comme le vaisseau de Sisko? Ce dernier a-t-il été nommé après le vaisseau que l'on voit dans l'épisode? Alors non, justement, il s'appelait déjà le... Alors, on y reprend. Donc, dans Enterprise, on nous apprend que le vaisseau perdu, l'USS Defiant, du temps de Kirk... Oui. D'accord.
a été volé par les Tholiens qui ont une technologie qui maîtrise. En fait, ils sont dans plusieurs univers en même temps. Et c'est pour ça qu'ils se développent pas plus territorialement que ça, parce qu'en fait, ils envahissent le même secteur galactique dans plein d'univers différents. Et donc, en fait, ils ont volé l'USS Défiant du temps de Kirk et l'ont ramené au temps de Archer. Bon. Et à l'époque, donc l'épisode en question, je l'ai noté. Entend-on parler? Je l'avais noté l'épisode. Ah oui, voilà. C'est donc la première fois où on entend parler du Défiant qui est justement capturé. C'est dans l'épisode 9 de la saison 3 de TOS, où justement Kirk part enquêter près du système, près des frontières des Tholiens ou des Tholians, sur la disparition de l'USS Défiant, qui est en version française l'USS Vainqueur. Vainqueur. Ouais, c'est dans l'épisode The Tholian Web. Voilà. Et du coup, ça serait grâce à cette avance technologique d'un vaisseau venu du futur de la Fédération, pour Archer, que l'Empire Terran a pu repousser ses frontières de façon considérable. Ouais. Juste petit instant auto-promo sur le chat dédié dans le Discord de Trek Historia. Vous avez Matou et Thierry qui ont répondu déjà à Margot dans cette question et qui ont apporté pas mal de précisions et que je trouve très sympa. Et d'ailleurs, Matou apporte un petit clin d'œil en disant, pour information, le Defiant était supposé être le premier nom, a été le premier nom envisagé, pour le vaisseau piraté par Khan dans le deuxième film Star Trek, la colère, de Khan. C'est juste un petit clin d'œil. Mais il me semble que dans le cas du vaisseau de Sisko, le Defiant, ça devient une classe de vaisseau. Voilà, ça devient une classe de vaisseau, la classe Defiant. Où il y a 2 ou 3 vaisseaux, je crois, qui sont conçus. Ok. Comment se fait-il que l'Empire Terran ait accepté Spock en tant que leader? Alors, t'as juste oublié une question, je crois, de Marco, là. Tu sais, quand elle te demande si on l'entend parler de l'USS Défiant avant, elle te demande qu'est-ce qui est devenu de Sato et de l'équipage après leur prise de pouvoir. Ah oui, pardon. Qu'est-il advenu de Sato et de son équipage après sa prise de pouvoir? Ouais. Tout simplement, on peut alors, j'irai pas faire un lien parce que les deux personnages sont asiatiques sur le fait que Sato et Georgiou ont un lien. Alors, attention, Sato est japonaise et Georgiou est chinoise. C'est pour ça que je l'ai dit asiatique. Attention. C'est pour ça que je l'ai dit asiatique. Néanmoins, attention. Et elles ont pas le bouc, hein. C'est pas parce que c'est des asiatiques qu'elles ont un bouc. Et on peut supposer, en fait non, j'essaie de trouver une logique à ce que je veux dire. On peut supposer qu'il y ait eu une impératrice, quelque chose qui a dû se renouveler. Après, c'est plutôt un pouvoir matriarcal qui se met en place, même si après dans la génération de Kirk, on voit que les femmes sont pas super bien loties non plus. On sait que de toute façon, avec la technologie du Défiant, l'Empire Terran a pris de l'avance sur les autres. Clairement, ils ont pris de l'avance et c'était le plan de Archer à la base. Ensuite, dans certaines versions comics ou romans, on nous apprend qu'il y a quand même eu les guerres entre l'Empire Romulien et l'Empire Terran, et que les Romuliens ont réussi à quand même à mettre une tête de pont à établir une base forte dans le système solaire, et qu'après, bien sûr, ils se sont fait repousser tout ça, quoi. Mais on n'a pas trop d'idées de ce qui s'est vraiment passé entre la période Archer et Discovery. On sait juste qu'ils ont réussi à se débarrasser de pas mal d'ennemis et à notamment ce qui est intéressant à noter dans Discovery, c'est que la capitale se déplace. Avant, elle était sur Terre et maintenant elle est sur l'ISS Charon de Philippa. Ça veut peut-être dire qu'ils se sont fait envahir 1 ou 2 fois et que pour éviter, on déplace la possibilité de perdre le pouvoir ou de centraliser les actions, quoi. Ouais, mais c'est assez pratique, hein. Et puis en plus ce vaisseau est impressionnant, colossal. Et c'est un truc qu'on revoit souvent dans l'univers miroir des vaisseaux colossaux. J'avais pas fait gaffe au début, mais le vaisseau du régent Worf, c'est un vaisseau, un croiseur Klingon, mais x100. Hein. Ouais. Un truc énorme, quoi. Ouais, c'est rigolo. C'est les Death Star.
Ok, je peux enchaîner? Enchaîne, T'as-tu la clé? Comment se fait-il que l'Empire Terrané ait accepté Spock à sa tête en tant qu'empereur? Et ben même si ça reste un empire raciste, il reste pragmatique. Et paradoxalement, c'est un empire qui comment t'expliquer, qui est un peu méritocratique. C'est-à-dire que si on voit que tu peux être bon pour l'empire, on va te promouvoir parce que tu peux être bon. Ou alors si un capitaine voit que tu peux l'aider, il va te promouvoir. Dans la version TOS, il n'y a jamais été question d'esclaves. Si on note bien, il n'y a jamais été question d'esclaves. C'est une sorte un peu comme Napoléon, quand tu étais conquis, bah tu faisais partie de l'empire, quoi. Que tu sois hongrois ou italien, tu fais partie de l'empire et puis basta. C'est après l'Enterprise. C'est comme les Romains. Voilà, comme les Romains aussi. C'est après dans l'Enterprise où on a suggéré que certains étaient esclaves. Donc T'Pol s'énerve à chaque fois qu'on l'appelle esclave. Elle dit qu'elle ne l'est pas. Donc il y aurait des esclaves et il y aurait des gens peut-être plus fortunés. Par exemple, Jennifer Sisko dans l'univers miroir. Elle est pas esclave parce qu'on dit que sa famille est très riche et a toujours collaboré avec l'Alliance. Bref. C'est un petit peu, donc, on pense que Spock a progressé parce que il était bien vu de son capitaine et que, à la différence peut-être d'autres humains, il n'avait pas non plus des prétentions de destituer son capitaine d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ok. Alors ça c'est XP qui demande, est-ce que la chanson de Michael Jackson, Man in a Mirror, est une référence à Star Trek? Absolument pas. Voilà, j'ai cherché et non, j'ai pas trouvé. Non, c'était une question très trollesque de sa part. Merci XP pour cette Du coup, j'ai passé 1 heure pour rien. Ah mais tu y as vraiment cru? Bah, je me suis dit oui, ça peut être voilà, parce qu'on sait que Jackson était très influencé par la pop culture et que ça aurait pu être un lien. Ouais, enfin, ok, bon, d'accord. Matou nous demande, y a-t-il un univers miroir ou plusieurs? Car si manifestement il y a une volonté d'intégrer les événements vus dans les séries précédentes, c'est difficile d'imaginer que l'univers miroir suive toujours l'évolution en inversé du monde de Star Trek. Et il y aura un complément. Alors non, il y a qu'un seul univers miroir, clairement. Après, comme on me l'a dit, vu que tout le monde retient des informations, c'est pas vraiment ce qui s'y passe, et même eux entre eux, ils savent pas du tout ce qui se passe d'un coin à l'autre de la galaxie. Faut pas oublier que la galaxie c'est grand, hein. Même Starfleet est pas au courant, vu qu'il y a 2 complots par an, ils sont pas tout le temps au courant qu'il y a eu des complots d'un bout à l'autre. Donc non, il y en a qu'un seul, et de par le fait que tout le monde se cache des informations, ça permet aux auteurs de faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. J'allais dire, suivant ce qui est intéressant pour les producteurs et les scénaristes, on ne parlera pas des mêmes choses de l'univers miroir dans TOS, dans DS9, dans Enterprise et dans Disco. Oui, voilà, c'est assez malin. Et il rajoute, à chaque série, un univers parallèle d'un univers miroir vu dans une série précédente. Mais du coup, tu viens de nous dire que non. J'ai rien compris. Je disais, il rajoute à chaque série un univers parallèle d'un univers miroir vu dans une série précédente. Mais clairement, quand tu vas un peu sur différents wiki fandom, il y a clairement l'univers Prime, c'est celui qu'on connaît depuis d'habitude, et il y a l'univers miroir. Et il y a pas, tu vois, univers miroir bis. C'est pas à la Marvel où on a 666 univers. Non, il y a. Paradoxalement, ils ont beaucoup utilisé le voyage dans le temps à la con, ce qui pourrait créer un paquet d'univers parallèles, mais ils ont très peu utilisé l'univers parallèle tel qu'il est, quoi. Ouais. Tu vois, à chaque fois dans Star Trek, c'est un problème de voyage dans le temps qui crée une nouvelle dimension, et c'est un des rares cas où on a vraiment un univers parallèle bien distinct, qui est pas dû à une erreur de voyage temporel pour le moment. Ouais. Ah ouais, non, parce que même la Kelvin Timeline, c'est un univers créé par un problème de voyage dans le temps, quelque part. Voilà. C'est juste qu'elle a été plus exploitée que le reste. Ok. Eh bien, on va terminer avec 2 questions de Alien Tux.
qui nous demande deux questions assez une un peu difficile. Dans l'univers miroir, la plupart des écrivains étaient différents de leur homologue main universe, à l'exception de William Shakespeare. Il y a peut-être des trucs à dire avec ça? J'ai perdu la question. Alors, j'avais mis des notes, mais je crois que j'ai dû mettre un nom, j'en sais rien. T'as marqué no lo sé. No lo sé, voilà. Non mais elle était chaude cette question. Déjà, moi j'avais complètement zappé qu'on parlait de Shakespeare dans l'univers miroir. Peut-être avec les Klingons, mais je me souviens pas. À des grandes tirades. Ouais, voilà, c'est dans Enterprise probablement. Ouais. Après, j'ai pas. Par exemple, dans les grands auteurs, il y a toujours Surak, il y a toujours plein de gens. Donc non, je crois que le point de conjoncture, c'est vraiment Zéphane Cochrane. Tous les auteurs qu'on connaît, ils y sont, quoi. Il est auteur, Cochrane? Attends, quoi? Non, le point de divergence. Il n'y a pas de point de divergence littéraire. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Mais après, moi, comme je dis, c'est pour l'instant, parce que qu'est-ce qui empêche une série à venir? Pourquoi pas, vu qu'on parle de beaucoup de voyages dans le temps avec Discovery, pourquoi est-ce que Discovery reviendrait pas dans le passé, genre au 21e siècle ou au 20e siècle ou au 19e siècle, de la Terre miroir? On pourrait très bien voir ça. J'ai une petite théorie, et on en parlera tout à l'heure en fin d'émission, mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas exploité et qui pourrait l'être. Ok. Ben écoute, on enchaîne directement avec la dernière question, toujours Alan Tux, qui nous pose une question un petit peu humoristique. En simplifiant beaucoup, l'univers miroir, c'est les gentils et les méchants. C'est les gentils qui sont méchants et les méchants qui sont gentils. Donc, est-ce que Gandhi était un sociopathe conquérant? Bah non, parce qu'il a été Gandhi normalement. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Alors, expose-nous ta théorie. Alors, ma théorie, d'accord. Simplement, faut prendre un truc compte. On sait que Zéphane Cochrane, il grandit dans un univers de chaos. Il grandit dans un univers qui a connu une 3e guerre mondiale. D'un premier contact, au début, il croit être attaqué par une triade. Voilà, donc la violence était le quotidien de Zéphane Cochrane. Et lui ne veut créer que le moteur de distorsion pour des besoins égoïstes. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait avec le moteur à distorsion, c'était avoir une île et des femmes. C'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce qu'il dit exactement. Donc c'est un personnage qui est quand même alcoolique, égoïste, et pas forcément altruiste. Donc si on suit la logique des choses, quand il voit une opportunité devant lui, comme tous les gens de son temps, il peut être amené à la saisir. Donc quand il voit les Vulcains arriver, sa première réaction, c'est de flinguer les Vulcains pour les voler, parce qu'il a connu que ça toute sa vie. Or, qu'est-ce qui se serait passé si des astronautes du futur seraient venus lui dire « Ah mais non, mais mec, il y a une autre voie qui est possible. Vous pouvez faire le bien pour une fois dans votre vie. » Donc ma théorie, c'est celle-là, c'est qu'en fait l'univers Prime, c'est celle de l'univers miroir depuis le début, et que c'est à cause de l'interférence de Starfleet, de Picard, qui crée eux-mêmes les conditions de créer une fédération et Starfleet et tout. Alors je pense pas que ça ait été voulu par les auteurs, hein, mais si on suit la logique de l'univers miroir, qui est en fait un monde où tu connais que la violence et que tu réagis qu'avec de la violence parce que tu n'as connu que ça et que tu ne sais que t'exprimer comme ça, bah, la première réaction de Zéphane Cochrane de buter les Vulcains, c'est celle qu'il aurait eu quoi qu'il arrive. Sauf intervention de gens qui lui disent mais autre chose est possible. Donc, si Picard n'était pas venu, si les Borg n'étaient pas venus, Picard ne serait pas venu, et du coup Cochrane aurait tué les Vulcains selon toi. Ok. Et du coup, un personnage qu'on sait du passé de Cochrane comme Khan aurait été exactement le même et les choses se seraient passées de la même manière jusqu'à Cochrane. Et ouais, parce qu'en plus c'est un truc qui est assez fou parce que je crois que c'est Archer aussi qui t'explique ça, Archer ou Picard ou bref. Souvent on te fait allusion que la transition de l'humanité du temps de Cochrane à l'humanité comme on le connaît avec la Fédération a été longue et compliquée. Ouais. Et donc c'était pas dans la nature première de l'humain de faire tout ce qu'il fait, quoi. Ouais. Et on le voit bien dans DS9 en temps de guerre ou Archer en temps de guerre revient à de l'égoïsme, ses valeurs.
Ouais, mais c'est une théorie très très intéressante que tu nous sors là. Ouais, j'y aurais pas pensé parce que je n'ai pas ton niveau de réflexion. Ok. Mais c'est justement en étudiant l'histoire de l'univers miroir que ça m'est venu en fait, parce que il y a que la violence, il y a que la peur. C'est la peur qui est motivante dans l'univers miroir, quoi. Et tu te dis, arrive à un moment, mais ouais, enfin le mec il pouvait que tirer. Enfin moi-même j'aurais tiré, quoi. Ouais. Je me serais fait un pendentif avec les oreilles parce que j'aime bien la déco, mais. Ok. Pas mal. Vraiment. Voilà. Vraiment pas mal. C'était la plus-value de l'émission. Allez, on peut aller boire à l'apéro. Non, mais c'est une très chouette théorie. Ouais, bravo. Très très intéressante. Bon après très probablement qu'elle sera déroutée plus tard dans l'avenir. Il n'y a pas eu des romans par exemple qui se sont passés dans le passé? J'ai pas idée. Après je sais aussi qu'en m'intéressant un peu à Cochrane, la première chose qu'il fait une fois qu'il a fini de faire la fédération, tu sais, il disparaît là dans TOS, il se retrouve sur une planète. Voilà. Ouais. C'est pas forcément quelqu'un de très altruiste, et quand Archer rencontre les Borg, Archer dit et met l'idée qu'effectivement, quand Cochrane était bourré, il racontait que des gens étaient venus l'influencer du futur avec des cyborgs. Ouais. Voilà. Bref. Non mais c'est chouette. Mais et puis ça d'ailleurs c'est une très très chouette idée d'avoir fait de Cochrane un personnage qui devient meilleur, mais qui n'est jamais exempt d'erreurs et de défauts, de gros défauts. Et je trouve ça cool, ce personnage. Il est très chouette. Il est très chouette dans First Contact, mais aussi dans TOS, l'épisode où il apparaît. Je le trouve cool. Enfin bref, voilà. Okay. Allons-y. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire à propos de l'univers Mirror? Bah, on revient un peu là-dessus, hein, sur l'univers et la qui sont quand même fondamentales dans l'univers Miroir. Je suis désolé, il y a eu des petites coupes. Alors je parlais de l'univers de la qui, de la théorie des jumeaux. Là, je t'ai expliqué qu'effectivement, ma théorie, c'est qu'en fait, l'univers Miroir, c'est l'univers Prime. Ce qui est intéressant, au-delà de ce cas de figure, de ce monde SI qui existe dans Star Trek, c'est clairement que c'est devenu un antagoniste. C'est-à-dire que non seulement ça se tape contre les Borg, contre les Hirogènes, contre des peuples qui sont dans le même plan galactique que nous, voire même des fois des dieux comme Q, Star Trek arrive à se rajouter un ennemi avec un univers parallèle. Ouais. C'est intéressant, ça. Très. C'est intéressant, et c'est quelque chose qui, en plus d'amener un peu de fraîcheur à des séries qui étaient vachement sombres, comme DS9, de voir des personnages un peu plus haut en couleur, ça peut être intéressant. Il y a un truc aussi sympa dans l'univers Miroir, c'est les erreurs de prod. Et ça, c'est génial. Par exemple, dans l'univers Prime, on nous apprend que Bashir, il était limité enfant. Il n'avait pas toutes les capacités d'un enfant normal. Et donc, on l'avait amélioré génétiquement pour être supérieur à ce qu'on connaît. Or, dans l'univers Miroir, à part d'être un gros violent, il a l'air d'avoir toutes ses facultés. Ouais. Mais autre chose assez rigolote. Parents, ils ont fait la même chose. Bah, ils auraient pu le rendre moins con. Je veux dire, ça coûtait quoi, 10 balles de plus? Vas-y, quoi, mec. Prends le menu Maxi Best-of, quoi. Fais-toi pas chier. Mais, mais chose aussi étonnante, tout à l'heure, on parlait de Voyager, s'il y avait pu avoir un Voyager univers miroir. Alors, tu me dis qu'il y a des gens qui bossent sur un comics. J'espère qu'ils n'ont pas mis Tuvok. J'espère qu'ils n'ont pas mis Tuvok. Bah, il y est très probablement. Je crois qu'il est sur les images promo d'ailleurs. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas trop possible. Parce que Tuvok est dans la réunion que le Cisco fait avec cette équipe de l'univers miroir, où il se fait passer pour le pirate Cisco, là. Et c'est Tuvok qui pose les questions à Cisco. Sérieux? Sérieux. C'est l'acteur. Je me souviens plus. Et pourtant, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Incroyable. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça m'a sauté aux yeux hier. Après, il y avait quoi d'autre qui était rigolo dans l'univers miroir et qui est totalement, le fait que Kira en sache plus sur Kirk que notre Kira à nous.
ce qui est pas forcément anormal. Elle s'est renseignée, et puis Kirk a eu une influence énorme. Une énorme influence. Comme Spock et tout. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné dans Discovery, que je trouve que c'est une petite incohérence, c'est qu'en fait, à part les générales en chef, en fait, ça doit être classé comme Oméga, l'univers Prime, dans l'univers miroir, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent le truc. Ouais, voilà. Et je trouve ça assez dingue, quoi, parce que s'ils le savaient tous, à chaque fois qu'ils avaient un Prime, ils le flinguaient tout de suite. Ils attendaient pas à chaque fois qu'ils détruisent la moitié d'un vaisseau, ou qu'ils détruisent l'Empire, quoi. C'est chaque fois qu'on intervient dans l'univers miroir, on déstabilise les forces. Ouais. Voilà. Bon, la seule chose après, il n'y a pas tout qui est exploité dans l'univers miroir. Hein. On voit que les Ferengi sont un peu moins crapuleux. Ça aussi, c'est une erreur. C'est-à-dire que dans l'univers miroir, les Ferengi sont un peu plus gentils. Or, les Klingons restent des Klingons et les Cardassiens restent des Cardassiens dans l'univers miroir. Ben alors, dans l'univers miroir selon Discovery, les Klingons, ils sont un peu plus calmes, je trouve. Eh ben, les Klingons se sont pris une raclée monstrueuse. Dans Discovery, on nous laisse sous-entendre que oui, ça a été partiellement détruite. Voilà. D'où après l'alliance cardassienne Klingon, pour reprendre des morceaux de territoire. Mais moi, je trouve que les peuples changent pas tant que ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le seul peuple qui change, c'est vraiment les humains qui n'ont pas fait cette évolution vers le pacifisme. Et d'ailleurs, quand ils l'attendent, ça se passe mal pour eux. Ouais. Et tu vois, bref, c'est intéressant. Ok. Alors, je viens de t'envoyer un message privé avec l'image promotionnelle. Je refuse de voir des images de toi dénudé, j'arrête pas de te le dire. Mais je viens de l'univers miroir. Non, avec l'image promotionnelle de Voyager période miroir, et Tuvok sera bien présent dans un design super cool. Non, mais c'est vrai, il a l'air classe. Après, il faut savoir que la sécurité, c'est toujours collé à Tim Ross. Hein. Ouais. Mais en face de Bel Air, il joue un agent de sécurité. Bref, allons-y. Tu nous l'avais dit une fois. Mais ça m'éclate. Je sais pas si tu as entendu la théorie de Matou à propos de Tuvok en disant que c'est le plus mauvais agent de sécurité de Star Trek qu'on ait jamais vu. Enfin bref. Ok. Ben écoute, je pense qu'il est temps de terminer cette émission. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces réponses à nos questionnements et toutes ces petites interrogations très sympas à propos de l'univers miroir. On se retrouve très bientôt, le mois prochain. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te rappelles le mois dernier, à la fin de l'émission qu'on avait centré sur... Ça y est, j'ai perdu. Sur quoi on a parlé? Bref. Je vais aller voir sur ma chaîne. Le mois prochain, je t'ai demandé de quoi est-ce qu'on va parler, Cyril, et tu ne m'avais pas du tout parlé de l'univers miroir. Mais non. Et oui. Et mais non, parce que j'ai été lâche et que je me suis dit que c'était un trop gros sujet pour maintenant. Mais et je me souviens plus de ce fameux sujet. On voulait parler de la chronologie de production et de la chronologie de narration qui sont un peu différentes dans Star Trek et qui peuvent perturber les fans. Enfin bref, tu sais, c'est les conflits sans fin notamment, tu vois, sur ta haine pour Picard. Et avant l'émission, je t'ai dit, ça va être très vite. Non, mais je rigole, mais je disais, tu verras dans 2 séries plus tard ou 2 saisons de Discovery plus tard, tout le monde va trouver Picard génial finalement. Et c'est un des gros problèmes voilà. Et il y a il y a la chronologie de narration. Et le vrai sujet, c'était les antagonistes le mois dernier. Désolé. Non, voilà, on fait les antagonistes. Et le vrai sujet, c'était Enterprise. Est-ce que c'était un choix intéressant de faire une série qui parlait des origines de la Fédération et du coup qui graphiquement parlait de choses moins évoluées qu'une vieille série des années 70. Voilà. Là, en ça peut être intéressant et on pouvait parler de cette différence de perception parce qu'effectivement, beaucoup de gens s'attendaient à retrouver des décors en carton-pâte et on se retrouve avec des écrans LCD sur la passerelle.
de l'Enterprise. Ouais, ou alors que l'autre il regardait dans un vieux carton pour dire ce qui se passait dehors, quoi. Ouais, mais il y a pas mal de théories très intéressantes là-dessus. Moi, je trouve que c'est un questionnement chouette. Et en toute honnêteté, je dois faire partie des rares, mais je trouve que la transition passe bien dans la 4e saison. Bon, c'est un petit peu accéléré parce qu'on sent qu'ils avaient plus le temps, voilà, ils ont dû se dépêcher de finir. Mais s'ils avaient pu avoir une saison de plus, la transition aurait été parfaite, je pense. Dépêchez-vous, on va éteindre la lumière. Ah ouais, non, mais les pauvres, c'est affreux, mais bref. Ben écoute, à nouveau merci. Donc Cyril, on peut te retrouver sur Twitter. J'ai oublié de le faire. Ça, on avait dit qu'on le faisait ou on arrête de le faire. Allez, on arrête de le faire. Ouais. Après, les gens ils posent des questions, c'est chiant. Après ils nous follow. Oh là 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 là. Voilà, on devient des influenceurs. Tiens, un petit coucou à la chaîne de Vania Holodilin, qui fait des choses très sympas sur Star Trek en ce moment, et il a essayé de réhabiliter un peu la série, le film Star Trek 2009 réalisé et produit par J.J. Abrams dans une vidéo plutôt sympa. Je parle de ça parce que je l'ai vu ce matin et que voilà, un petit coup de pouce, un petit coucou, ça fait pas de mal. À bientôt Cyril, on se retrouve le mois prochain. Oui. Bonne journée à toutes et à tous. Bon confinement. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.